entendu plus largement les organisateurs donc de cette journée, voilà, pour me donner voilà l'occasion de participer et donc de présenter un peu mes recherches. Donc est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon diapositive, mon diaporama? La première diapo est bien affichée, il n'y a pas de problème? Tout va bien, oui. Ok, super. Donc effectivement, dans le cadre de cette communication, donc je vais présenter un certain nombre d'aspects d'une enquête de terrain donc que j'ai effectuée dans le cadre de mon doctorat d'anthropologie et qui s'est donc déroulée dans une entreprise d'exploitation forestière au Gabon qui s'appelait ULIF pendant deux périodes, d'abord de 7 mois donc en 2011 puis en 2012-2013 et puis après avec une enquête complémentaire que j'ai réalisée en 2015, donc il y a quelques années déjà. Dans l'ensemble, j'ai cherché à comprendre tant le mode de vie spécifique que constituent donc les chantiers forestiers et les camps forestiers pour les travailleurs, pour leurs proches et pour les villageois concernés, que les enjeux actuels de ce secteur économique et les transformations qu'il connaît, donc à la faveur de la prise en compte du développement durable et des problématiques afférentes. Donc voilà, pour ne rien apprendre à personne, le développement durable dans la foresterie porte à la fois sur la production forestière en tant que telle, mais aussi sur les aspects faunistiques et les aspects sociaux dans les concessions forestières et autour des concessions forestières. Donc pour les aspects sociaux, ça prend en compte les différentes personnes présentes, donc y compris les villageois qui peuvent être concernés par les activités d'extraction du bois. Et donc effectivement, pour rentrer dans un certain écho qui sera quand même relatif, on le verra, mais qui voilà, qui est pas complètement déconnecté de ce qu'on a vu juste avant la pause, on passe effectivement d'un secteur qui était volonté qualifié d'opaque à une situation plus ouverte avec un ensemble d'acteurs plus importants qui sont amenés à intervenir sous différents angles et à différents degrés dans les activités liées au secteur forestier. Donc, puisque depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus uniquement les entrepreneurs qui sont en relation avec les autorités administratives et éventuellement quelques bureaux d'études, mais on peut constater que différentes ONG, différents centres de recherche, des organisations internationales, des bailleurs de fonds jouent des rôles de plus en plus actifs, de sorte que au moins à Libreville, donc dans la capitale gabonaise, eh bien on peut parler d'un milieu d'interconnaissance qu'on pourrait qualifier de gouvernance forestière. Donc vous voyez une carte donc du Gabon avec la capitale Libreville, donc si mon pointeur apparaît, donc qui est donc sur la face atlantique. Et moi, mes recherches se sont déroulées donc dans la province qui est en violet, qui s'appelle Loboué et Vindo, dont la capitale provinciale est Makokou. Et on verra plus précisément le camp forestier était situé donc le long d'une rivière qui s'appelle la Zadier, qui est voilà, est dans l'entrée d'une concession forestière qui se situait plutôt vers le nord, je dirais, de la province, le centre-nord de la province. Donc pour moi, j'avais un certain nombre d'enjeux méthodologiques et analytiques dans cette étude et cette recherche. Il s'agissait évidemment dans un premier temps de décrire un mode de travail, un mode de vie dans un camp forestier, dans une concession forestière au début des années 2010 pour un certain nombre d'acteurs différents. Ce qui, deuxième enjeu, impliquait donc de faire une enquête ethnographique à la fois dans une entreprise, la filière bois d'une multinationale, et dans un pays autoritaire. Il s'agissait ensuite donc d'articuler les échelles effectivement pertinentes, et c'est un autre point méthodologique qui fait écho aux présentations précédentes, cette question des jeux d'échelle, entre effectivement les enjeux locaux, ce qui se passe effectivement de façon très concrète dans une entreprise forestière, dans un village où il y a un camp forestier, et puis les enjeux régionaux, donc à Makokou, nationaux à Libreville, et puis plus largement le contexte international de transition vers un développement potentiellement durable dans l'exploitation forestière. Et enfin, sur le plan plus analytique, donc je m'inscris dans une perspective d'anthropologie politique qui essaye de donner suite à la proposition de Marc Abélès, qui invite à considérer l'anthropologie politique comme une pragmatique de la gouvernementalité. Donc voilà un peu
le cadre général un peu de mon travail. Donc, pour cette présentation, je vais commencer par situer un peu, si vous voulez bien, l'entreprise Youlif dans le cadre de l'économie politique gabonaise. Puis, je présenterai des éléments, je dirais, généraux de l'organisation du chantier forestier et des phases du travail forestier, avec un certain nombre donc de photos, hein, dont non pas pour, je ne pense pas apprendre forcément à qui que ce soit des phases du travail d'exploitation forestière, mais montrer un peu comment elle pouvait se dérouler, comment elle pouvait être organisée et quelle forme elle prenait dans un cadre comme celui-ci. Et enfin, donc, je pourrais présenter des points sur lesquels j'ai porté mon analyse. Donc, pour commencer, donc par présenter donc l'entreprise Youlif. Donc, effectivement, Youlif International, en fait, c'est une multinationale indienne mais basée à Singapour, qui a été créée en 1989 et qui est plutôt spécialisée dans les chaînes d'approvisionnement des aliments et des produits agricoles. Donc, son siège social se trouve donc à Singapour, mais c'est une multinationale dont l'actionnariat est majoritairement américain et européen. Et donc, la direction reste assurée par des Indiens. Il est présent, ce groupe, au Gabon depuis 1998. D'abord, il s'est occupé de l'importation de riz et de lait en poudre. Et pendant longtemps, il avait une branche effectivement d'activité dans le secteur forestier, mais qui était principalement axée sur donc le transport de grumes et leur négociation. Depuis 2007, en fait, Youlif a cherché à déployer fortement ses activités dans le pays, dans différentes branches agronomiques, comme l'huile de palme, le caoutchouc, les fertilisants et donc le bois, et en affichant une politique de durabilité, d'aller vers des recherches de labels éco-certificateurs. Et donc, en fait, suite au décès d'Omar Bongo et l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo, donc il y a plus de 10 ans maintenant, eh bien, en fait, le groupe a finalement noué des alliances assez fortes, a renforcé fortement ces alliances avec le pouvoir politique, à tel point que donc on racontait pendant mes enquêtes que le directeur général de l'entreprise pouvait même aller rencontrer donc le chef de l'État sans rendez-vous, tellement ils étaient amis, et voilà que il avait offert un restaurant à son fils, et que donc de toute façon un des directeurs me tint un jour cette formule: de toute façon Youlif c'est l'État. Donc effectivement on est dans un déploiement d'activité qui s'est traduit en fait par des politiques d'acquisition de terres à grande échelle, et donc dans une logique relativement agressive qui prend pourtant le cadre dans des relations sud-sud, et qui s'inscrit dans cette ouverture opérée par différents États asiatiques vers l'ensemble de la zone intertropicale à partir de la fin des années 90, et qui a eu des conséquences quand même assez importantes sur les conditions de vie des populations locales, qui a pu être dénoncée par différentes ONG. Donc, si on regarde effectivement la filiale bois de l'entreprise Youlif, on peut voir que en quelques années, ils ont acquis un nombre de lots forestiers, de permis forestiers importants. Donc, au Gabon, on est dans une politique de lots forestiers qui sont attribués sous forme de concession à des entrepreneurs privés, et donc des lots forestiers relativement importants qui, pour les entreprises de plus grande ampleur, les entreprises de plus grande ampleur peuvent facilement en fait acquérir plusieurs centaines de milliers d'hectares. Alors il y a toute une typologie des acteurs privés, des entreprises donc dans la foresterie gabonaise, dans laquelle je vais pas rentrer, mais donc on peut voir que en ce qui concerne Youlif, il y a eu quand même l'acquisition d'un nombre important de lots forestiers en quelques années. J'ai pu estimer à un moment donné que à son maximum, l'entreprise pouvait quasiment, sous différents régimes juridiques, avoir un contrôle sur environ 10% des forêts, 10% des forêts productives enregistrées au Gabon. Donc dans un pays qui est grand, pour donner un ordre d'échelle, comme la moitié de la France, et dont 80% du territoire est au moins sous un couvert forestier, quoi.
même si c'est pas l'ensemble de la forêt gabonaise qui est mise en exploitation potentielle, mais ça représente quand même des surfaces très très conséquentes, quoi. Et donc effectivement, c'est donc à Makokou, donc dans cette région donc du nord-est du pays, que c'est d'abord concentré les activités de l'entreprise avec dès 2008 la création d'une importante scierie et donc de l'inscription des activités donc dans une logique de gestion durable des forêts. Donc ça s'est traduit en fait par l'organisation de l'entreprise en 3 départements. Un département scierie qui a fonctionné assez rapidement parce que l'entreprise à l'époque achetait du bois à d'autres entrepreneurs locaux. Un département forêt qui a donc progressivement démarré ses activités dans les concessions forestières dont je vais vous parler. Et puis un département aménagement hein, qui était de moindre ampleur, mais qui était plutôt en charge donc de la mise en place donc des politiques de développement durable. Donc, si on prend une carte plus locale, on voit donc que Makokou, c'est vraiment la ville qui est juste à la marge de la carte en bas à gauche, et donc que voilà les lots forestiers qui ont été exploités pendant le cadre de mon enquête, avec le village en question qui est le pont de la Zadier qu'on voit à peu près au centre de la carte là, et qui est donc juste à l'entrée de du lot forestier qui était exploité au moment de ma présence principalement. Et qui donc, un lot qui fait déjà 151 639 hectares, hein, pour être tout à fait précis. Bon, donc, en fait, ça a généré, l'arrivée de cette entreprise et le déploiement de cette activité a généré une activité très importante au niveau local. Hein. Makokou, c'est une ville, on estime qu'il y avait entre 12 000 et 15 000 personnes. Et il y a pu y avoir jusqu'à 400 personnes qui pouvaient percevoir un salaire de la part de l'entreprise Youlif au pic de ces activités. Donc ça crée, sans rentrer trop dans les détails, ça crée quand même une importante arrivée de liquidités dans la région, hein, avec s'il y avait des fournisseurs qui étaient sollicités plutôt à Libreville, il y avait quand même tout un tas de dépenses qui avaient lieu au niveau au niveau local et un ensemble de personnes finalement qui étaient amenées à vivre soit directement, soit bénéficier par des retombées de la présence donc de Youlif dans la région. Ce qui fait que il y avait quand même une importance très forte de cette entreprise qui en plus faisait beaucoup de branding, qui distribuait beaucoup de t-shirts, de casquettes à son effigie. Donc il y avait vraiment c'était une entreprise qui avait vraiment une présence importante, une visibilité et qui était présente dans les discours, dans les choix, les aléas, je dirais, contribuaient à rythmer la vie régionale. Et donc, il y avait pourtant pas mal donc d'aléas hein, dans la vie de l'entreprise, avec beaucoup, je dirais, d'emplois, de personnes qui étaient employées pour des raisons de parenté, des raisons de réseau clientélaire, ce qui fait que il y avait un certain nombre d'emplois qui étaient des emplois fantômes. Il y avait aussi des pratiques corruptives à destination des autorités locales, mais aussi des pratiques de détournement interne à l'entreprise. Hein. Il y avait un des directeurs qui avait créé dans le parc de la Syrie son propre parc avec des grumes qui revendaient chaque jour pour 1 million de francs CFA environ à des acteurs locaux. Donc en fait, on avait une logique de l'entreprise qui était assez aléatoire, assez peu pérenne, et ce qui a amené en fait à un changement complet de direction en 2012, mais une entreprise qui à cette époque encore était toujours dans une perspective de continuer à acquérir du contrôle sur des lots forestiers. Et donc on voit en décembre 2012 que au niveau de la région de Makokou, eh bien l'entreprise avait encore accru hein, son assise et sa maîtrise donc de l'eau forestier au niveau local. Malgré ça, en fait, le pari, je dirais, fait par Youlif, donc de créer une filière bois
à la fois qui allait vers des labels éco-certificateurs et qui étaient pérennes financièrement, voilà, n'est pas arrivé à terme. Et s'ils ont réussi pendant un temps à obtenir un label partiel, donc un label pas aussi complet que le label FSC ou PEFC, un label qui s'appelait OLB, Origine Légalité des Bois, pardon, eh bien, finalement, l'entreprise n'a pas réussi à avoir les débouchés prévus. Les plans d'aménagement avaient été mal faits. On avait surévalué la ressource, ce qui fait qu'il y avait en fait moins de ressources exploitables dans les lots forestiers que ce qui avait été prévu par les plans d'aménagement, donc qui sont initiaux à la mise en exploitation des lots. Et donc des problèmes de débouchés, des problèmes d'approvisionnement aussi pour le matériel à la scierie. Ce qui fait que finalement, eh bien, l'entreprise a mis la clé sous la porte début 2014 et tous les lots forestiers ont été revendus. Hein. Donc c'est une entreprise, la filière bois s'est terminée à cette occasion-là. Et donc on a vraiment, ça reflète vraiment cette logique financière hein, qui prévalait au niveau de la gestion nationale des activités du LIF au Gabon, hein, avec ce déploiement d'une très grande ampleur et puis cette revente très rapide derrière de l'ensemble des lots forestiers. Et donc en fait, cette logique financière, finalement, elle était corrélée en fait à la structuration pyramidale de l'entreprise, puisque effectivement le staff indien de l'entreprise qui représentait ULIF International au Gabon, en fait, ne se trouvait principalement que à Libreville. C'est des gens en fait qui descendaient très peu sur le terrain. Donc c'est eux qui occupaient les postes de direction les plus importants au niveau national, mais en fait on était assez déconnectés par rapport au terrain et c'est beaucoup plus en fait des dirigeants de nationalité française ou de différents pays africains comme le Ghana ou l'Afrique du Sud qui occupaient les postes de direction exécutive et les postes plutôt des cadres, on va dire. Et qui étaient présents à Makokou et éventuellement qui pouvaient aller jusque dans les camps forestiers. Mais à ce niveau-là, on avait quand même très peu donc de Gabonais et par contre, on retrouvait les travailleurs gabonais principalement aux échelles eh bien, de journaliers, de tâcherons, de manœuvres, d'ouvriers et éventuellement de chefs d'équipe, voire de chefs de chantier, mais pas au-delà, quoi, au niveau de l'élévation hiérarchique. Donc, bon, voilà un peu pour les grandes lignes de l'organisation de l'entreprise. Donc, si je m'intéresse maintenant à l'organisation en tant que telle du chantier forestier, eh bien, bon, il faut dire effectivement que donc le secteur forestier au Gabon reste un milieu où il y a peu de publicité. Hein. Certaines personnes avaient l'occasion de dire que à ULIF, rien ne sort. Ceci était effectivement renforcé, cette culture de je dirais de l'opacité, voire du silence en secteur forestier était renforcée parce que par les liens que l'entreprise avait avec le pouvoir politique. Hein. Donc on est quand même, voilà, comme je vous l'ai dit, dans un pays dictatorial, serait peut-être un peu fort tout de même par rapport à l'effectivité de la coercition au Gabon, mais un pays quand même où le pouvoir politique est très fort. Hein. La famille Bongo n'a pas passé la main donc depuis bientôt depuis plus d'un demi-siècle. Et donc, eh bien, ça créait en fait, ça renforçait cette culture donc du silence et de la coercition en entreprise. Ceci était contrebalancé en fait par le fait que donc le Guevindo est une région peu industrialisée qui s'est ouverte très récemment aux activités industrielles et à l'exploitation forestière. Que les habitants locaux qualifient volontiers de région sinistrée au Gabon. Et donc, effectivement, malgré le contexte particulier de cette entreprise,
il y avait un désir très fort, je dirais, de travailler et d'aller être embauché à YouLeaf. Et donc, les patrons se plaisaient à rappeler qu'ils avaient des piles de CV entières disponibles pour embaucher qui le souhaitait. Et donc, de fait, pour se séparer d'arrêter de travailler avec n'importe quel travailleur qui leur poserait trop de problèmes. Alors, en fait, cette assertion, elle est à nuancer parce que en réalité, il y a notamment pour les postes ouvriers, eh bien, il y a des savoir-faire qui ne s'acquièrent pas du jour au lendemain. Et donc, en réalité, les patrons forestiers devaient gérer une clientèle ouvrière. Et donc, l'embauche n'était pas si simple que ça. Mais toujours est-il qu'on était quand même dans un rapport de force qui était très favorable, je dirais, au pouvoir patronal. Donc bon, pour rappeler brièvement donc les différentes phases de l'exploitation forestière dans ce chantier, donc la première des équipes était donc l'équipe des pisteurs, donc qui était en charge donc de trouver les arbres exploitables et déterminer le tracé des routes donc dans les concessions forestières. On avait ensuite donc l'équipe donc des ouvriers qui maniaient des bulldozers pour ouvrir des routes et les terrasser. Donc là, on est vraiment sur des métiers qu'on pouvait aussi retrouver dans le BTP gabonais. Donc un travail pour que les camions grumiers puissent ensuite venir chercher des grumes. On avait ensuite donc l'équipe des abatteurs donc qui venaient opérer au moins plusieurs jours et en général plusieurs semaines voire plusieurs mois après le passage des pisteurs qui avaient donc pacoté les arbres et déterminé quels arbres pouvaient être abattre ou non. Donc on voit qu'on est quand même sur des arbres et des fûts d'une certaine ampleur avec des contreforts qui sont plus élevés que les personnes elles-mêmes. Ensuite, encore une fois, au moins plusieurs jours après l'abattage des arbres, une autre équipe passait vraiment sur le terrain en charge donc d'étêter et donc de déculasser les arbres mis au sol. Puis c'était donc avec des bulldozers que s'opéraient les phases donc de débuscage et donc de débardage pour sortir finalement les arbres des parcelles et les ramener donc vers des parcs où s'opérait donc une nouvelle phase de travail. Donc les arbres étaient donc tronçonnés sur chacune de leurs faces et donc prenaient à ce moment-là le nom de grume. Donc il y avait donc un pointeur tubeur qui pouvait venir pour calculer les volumes de chaque grume pour suivre le volume et le calcul de la production. Et donc une autre équipe était chargée de numéroter chaque grume à la peinture en fonction des numéros attribués par le pointeur tubeur. Et c'est ensuite donc qu'on avait selon les besoins de la production, donc encore une fois, à chaque fois, il se passe au moins plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, des chargeurs qui venaient donc pour déposer les grumes sur donc des camions grumiers et camions grumiers qui, par rotation journalière et en convoi, donc ramenaient les grumes jusqu'à la scierie, qui était donc située à environ 50-60 km donc des lieux d'exploitation. Et donc, ils faisaient une rotation par jour. Ils montaient le matin chercher les grumes et ils redescendaient l'après-midi. Donc, pour alimenter donc la scierie avec les arbres donc de l'entreprise. À ces personnes-là, donc il y avait effectivement des chauffeurs du personnel qui déposaient les différentes équipes chaque matin donc dans les différents sites de travail concernés. On avait des mécaniciens qui avaient la charge donc uniquement de faire démarrer les bulldozers chaque matin et d'approvisionner en gasoil, d'assurer les réparations légères. On avait des chauffeurs liaison qui faisaient là, eux, le lien entre la capitale Libreville et la scierie Makokou et le chantier forestier pour amener le matériel. Et puis, enfin, on avait donc aussi des personnes qui travaillaient dans des bureaux, puisque les travailleurs, à la fin de chaque journée, devaient remplir les rapports sur
les parcelles dans lesquelles ils avaient travaillé et donc les arbres qu'ils avaient abattus. Et ceci a été dactylographié, transmis à la Syrie où c'était retravaillé et ensuite transmis à Libreville, voire jusqu'à Singapour, au siège de la multinationale. Hein, donc il y avait toute une voilà toute une transformation aussi de l'information qui se faisait au quotidien et qui faisait partie des circulations dans l'entreprise. Donc en 2011, voilà un peu bon là c'est 2013, mais voilà un peu le camp de l'Azadier hein, qui est resté tel quel. En 2011, il y avait une seule femme qui travaillait dans l'entreprise pour le département forêt, qui était donc au poste de ménagère, qui avait en charge donc de s'occuper de l'entretien des bureaux du camp et des tâches domestiques donc liées à la vie quotidienne du chef de chantier. En 2013, en fait, elle avait été réembauchée à la Syrie et puis finalement, elle a été licenciée. Donc sinon il y avait vraiment que des hommes qui étaient employés et les travailleurs donc vivaient souvent avec une compagne et puis un certain nombre de leurs enfants donc dans le camp forestier. Ces femmes s'occupaient donc principalement de la vie quotidienne, encore une fois, éventuellement un peu de pêche, éventuellement quelques petites reventes de cigarettes, de bâtons de manioc, de quelques activités qu'elles pouvaient avoir pour avoir un petit peu de liquidité, mais elles étaient essentiellement là, je dirais, pour assurer d'une façon ou d'une autre hein, la reproduction de la force de travail. Et donc voilà, et donc l'organisation du chantier en tant que tel, et on retrouve une logique très fortement hiérarchisée, puisque donc le chef de chantier finalement endossait le rôle de chef d'exploitation. Et en dessous de lui, il y avait des chefs d'équipe. Et après, les travailleurs travaillaient en binôme principalement entre, je dirais, un maître ouvrier et son manœuvre, qui était un peu son assistant. Et il rentrait dans une relation de père et fils de travail, hein, pour prendre vraiment un vocabulaire très, très commun, où en fait le manœuvre assistait donc son ouvrier dans une phase qui pouvait durer plusieurs années d'apprentissage et qui était en fait artificiellement prolongée par l'ouvrier parce que le manœuvre acquérait les savoir-faire en quelques semaines, voire quelques mois. Et pourtant, la justification du maintien du manœuvre à un statut de subalterne était maintenue par l'ouvrier parce que c'était tout à son avantage, sachant que pour que le manœuvre devienne ouvrier, il fallait qu'il pense souvent à offrir des bières à son père de travail, et puis au moment de la paye, lui reverser un petit peu de son salaire, alors qu'évidemment il était moins bien payé, et qu'il pense également à reverser un peu au chef de chantier pour qu'un jour il accède au statut finalement d'ouvrier à part entière. Donc un monde du travail très fortement hiérarchisé. Pour finir en quelques mots, parce que je vois que le temps passe, simplement mentionner quelques points en fait que j'ai pu développer dans le cadre de cette recherche, les points d'analyse qui peuvent être importants pour comprendre et pour penser, je dirais, ce que peut être un travail forestier en Afrique centrale au début du XXIe siècle. C'est évidemment à la fois reprendre, je dirais, une logique historique, puisque pour ce qui concerne le Gabon, le secteur forestier a été très structurant dans le développement de l'État moderne, même s'il a après été concurrencé par la présence des hydrocarbures, et donc un secteur forestier qui est à la fois ancien, mais qui est aussi donc retravaillé plus récemment, avec l'arrivée d'opérateurs asiatiques et ces prises en compte de durabilité. Donc cette entreprise, en l'occurrence, m'a permis vraiment d'être au cœur à la fois de cette continuité historique avec les directeurs exécutifs qui étaient français et qui faisaient valoir une connaissance, je dirais, de la langue et des logiques sociales locales, et en même temps donc une entreprise basée à Singapour, hein, et donc qui cherchait des labels éco-certificateurs.
Et donc, on voit que si historiquement le secteur forestier a contribué à structurer le territoire gabonais, c'est d'autant plus, c'est encore vrai, je dirais, pour ce qui se passait avec l'entreprise de l'IF, puisqu'on a pu voir que au niveau local, à Makokou, eh bien, cette entreprise avait une véritable importance, hein, et faisait l'objet de beaucoup d'attention, et qu'une part conséquente, au moins au plus fort de ses activités je dirais, des emplois rémunérés passait par cette entreprise et qu'elle avait vraiment une influence sur les géopolitiques locaux et sur vraiment les dynamiques économiques locales. Donc effectivement, je me suis intéressé aussi à la question des forestiers comme groupe professionnel, parce que c'est des travailleurs qui sont à la fois considérés, qui se considèrent comme marginaux et qui se considèrent eux-mêmes comme, ils le disent, des déclassés, parce qu'on est au Gabon, là, la voie royale du travail salarié, enfin du travail, je dirais, rémunéré formellement, c'est la fonction publique. Et que donc s'orienter vers le secteur forestier, c'est quand même faire un choix un peu de se mettre un peu à l'écart, parce que c'est un métier, des métiers beaucoup plus durs que le travail de bureau. Et en même temps, c'est quand même des travailleurs qui accèdent à des rémunérations, qui accèdent à des contrats de travail et qui donc voilà, accèdent quand même à une certaine légitimité et peuvent au moins dans leur formulation, dans leur souhait, espérer accéder à la propriété d'une maison, d'une voiture à terme, quoi. Donc un certain niveau de richesse sur leur trajet, au cours de leur trajectoire professionnelle. Mais pour aller plus loin, donc dans cette caractérisation de la foresterie comme monde du travail, effectivement, il faudrait développer et parler plus avant de la place donc justement des Européens qui restent des personnes qui étaient quand même très centrales et dont les comportements faisaient l'objet d'un certain mimétisme de la part des travailleurs forestiers. Par ailleurs, c'est un secteur qui est quand même caractérisé par une prégnance de la violence des relations sociales et dans les relations quotidiennes, dans le rapport à la ressource, à l'environnement, dans les rapports privés, conjugaux, à différents niveaux. Et donc de ce point de vue-là, par exemple, si on prend cette problématique sous l'angle, par exemple, de la reconnaissance, eh bien, on peut voir dans le prolongement de l'idée du mimétisme, donc des comportements dont faisaient l'objet les patrons européens, que finalement, c'était beaucoup plus les travailleurs qui reconnaissaient, qui accordaient de l'importance à leurs supérieurs hiérarchiques, que les patrons qui, en fait, passaient leur temps à subvertir leurs promesses et leurs engagements par rapport à leurs subalternes. Donc, on avait ce côté assez cynique, finalement, et paradoxal des formes de la reconnaissance en entreprise. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur les considérations religieuses et spirituelles des travailleurs forestiers qui étaient dans une situation de pluralisme religieux et qui avaient différents points de vue sur leur rapport interne dans l'entreprise, dans le camp forestier, avec des problèmes effectivement de concurrence et qui pouvaient se traduire sous des formes de sorcellerie entre les travailleurs, et dans le rapport à la forêt avec des considérations variées sur les entités forestières, les esprits de la forêt, les esprits que peuvent se trouver dans les cours d'eau, dans les rochers, etc., etc. Donc, en tout cas, un rapport à l'environnement quotidien et écologique qui était donc assez riche et assez varié et qui reflétait aussi la richesse de ces considérations qu'on peut trouver plus généralement dans les différents mondes sociaux au Gabon. Et pour finir sur le développement durable en quelques mots, eh bien, je dirais que finalement, même si sur le plan financier et économique, le secteur forestier est marqué effectivement par l'arrivée d'opérateurs asiatiques qui ont une puissance d'action sur ces domaines-là, on peut voir que le développement durable se traduit par, donc comme je l'ai dit en introduction, par un développement des logiques ingénieriales, des savoirs nécessaires à la mise en place des différents processus, et qu'en fait, c'est principalement finalement des organisations européennes, soit qui amènent les savoirs, soit qui en bénéficient, et que donc sur les plans au moins symboliques et donc organisationnels, finalement, on retrouve beaucoup plus la reconduction d'un certain impérialisme finalement qui se traduit sur des plans cognitifs et sur des plans
même onirique, hein, puisque même dans les rêves, on pouvait entendre des gens dire qu'ils rêvent d'aller en Europe voilà, pour accéder enfin à ces endroits qui sont dans le milieu de la foresterie. Hein. L'Europe est un peu perçue comme le continent de l'éthique. Donc on peut voir encore une fois une conséquence un peu paradoxale et ou cynique du déploiement du développement durable dans l'exploitation forestière, la foresterie gabonaise, par finalement cette revalorisation de la place européenne en Afrique et dans un jeu qui est maintenant très globalisé et très ouvert. Quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir pas fait trop long. Merci beaucoup, Étienne. C'était très riche.